quand je suis venue ici à Essaouira la première fois, pourtant je viens au Maroc depuis que je suis toute petite, j'ai fréquenté plein de villes, visité plein d'endroits. Et je sais pas, cette ville a eu quelque chose de particulier et je me souviens, j'étais avec ma cousine et je lui ai dit waouh, genre je me verrais bien vivre ici. Je décide, parce que je fais du cheval depuis que je suis toute petite, de faire une balade. Et il s'avère que donc le guide de balade était Abdo. Comme Donc par hasard. voilà, mon conjoint. Et on va pas se mentir, ça a un peu été pas le coup de foudre, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Instinctivement, je sentais au fond de moi que c'était quelqu'un de sincère et qu'il était vrai. Après, le problème, quand je vois les difficultés que c'est pour juste venir en vacances en France. C'est compliqué, c'est un parcours du combattant. Ouais. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours adoré les chats, les chiens, les lapins. J'avais peur aussi que la vie me que la vie me plaise pas. Salut Sarah, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup. Ma première question, ce sera quel est ton premier souvenir du Maroc? Au plus loin que tu peux remonter dans ton esprit. Waouh. C'était quoi? Les souvenirs d'enfance, vraiment, genre avec mes cousins. Ma mère est originaire de Mohamedia. Et en fait, on allait souvent à la plage. Et on passait des après-midi entières parfois là-bas. Et sinon, c'était vraiment genre les constructions de cabanes avec des draps dans les grands salons chez ma grand-mère. Vraiment. Ouais, je pense que c'est ça mon souvenir préféré. Et plus lointain, je dirais. Est-ce que tu es née au Maroc ou en France? Je suis née à Bordeaux, en France, dans le sud-ouest. Et j'ai grandi là-bas. J'ai vécu toute ma vie là-bas, jusqu'à prendre la petite décision de venir ici. Prendre décision. C'est ça. Et est-ce que comme presque tous les Franco-Marocains, vous veniez chaque été ici au Maroc? Ouais. Depuis toute petite, on venait au moins, je pense, 1 mois, 5 semaines. Souvent, en fait, on partait tout seul. Ma mère nous envoyait par l'avion et après, il nous rejoignait avec mon père pour le reste des vacances et on repartait en France tous les 4. Je me souviens qu'on a fait le trajet quelques fois en voiture, mais souvent, on prenait quand même l'avion. Après, les dernières années, c'était souvent en avion. À partir de quel âge tu as conscientisé que tu avais deux cultures, deux parents différents? Euh, Comment tu l'as ressenti? Alors, c'est pas une anecdote personnelle. Enfin, je n'ai pas souvenir de ça, mais ma mère elle m'a expliqué que quand j'étais petite, j'avais une de mes cousines qui parlait le français et l'arabe. Et moi, je comprenais pas en fait. Du coup, elle m'a dit, ça t'a motivé à vouloir comprendre et à apprendre la langue. Donc, je me suis dit, ok. Et en fait, j'ai conscientisé après, je dirais, vers 7 8 ans quand même, parce que ma grand-mère portait des djellabas, des foulards, il y avait l'appel à la prière. Je dirais que quand même, assez jeune, j'ai compris qu'effectivement, c'était quand même deux choses différentes quand j'étais en France et quand j'étais au Maroc, ça c'est sûr. Et après, c'est plus le temps passe, et plus tu comprends quand tu viens. Il y a des choses complètement différentes en termes de culture, de cuisine, même de, comment dire, de comportement, de codes sociaux aussi. Et je l'ai ressenti ça plus vers l'adolescence. Et puis d'autant plus en tant que femme. Enfin, en tant que jeune fille à l'époque, évidemment, mais maintenant en tant que femme. Et est-ce que tu as surfé facilement sur ces deux cultures, ces deux nationalités? Ou est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués dans ta vie? Alors, je dirais que quand j'étais plus jeune, mon rapport ici avec les hommes était un peu compliqué. J'étais un peu dans la révolte parce que justement, j'aimais pas vraiment la façon dont ils se comportaient. On va pas se mentir, le harcèlement de rue, franchement, j'y ai eu droit, chose que je connaissais pas réellement quand j'étais en France. Heureusement, parce que je pense que c'est quand même assez commun finalement dans plein de villes partout en France. Mais moi, en tout cas, là où j'ai grandi et où j'ai vécu, j'ai jamais eu trop ce genre de soucis. Et ici, c'était vraiment compliqué. Et cette pression aussi, parfois, faut pas que tu t'habilles comme ça, faut pas que tu tiennes comme ça, faut pas que tu t'assoies comme ça. Tu vois, il y avait ce genre de choses parfois où c'était un peu lourd et je sentais que j'étais pas trop en accord avec ça, quoi. C'était mon côté un peu rebelle, je pense. mais là, ça va mieux. Après, comment dire, j'ai grandi, j'ai compris qu'aussi, on ne peut pas attendre des gens justement qui ne sont pas codés de la même façon que nous, qui se comportent de la même façon que soi. Donc voilà, il y a aussi tout ce travail derrière un petit peu pour calmer un peu ce côté rebelle qui me dérangeait, j'avoue. Beaucoup.
Et donc tu as grandi en France. Avant ce grand départ pour venir au Maroc, tu faisais quoi en France? C'était quoi ta situation? À la base, j'étais responsable comptable. J'aimais bien ça. Mais voilà, j'ai fait un cursus lambda en comptabilité. Et en fait, j'avoue, j'en avais un petit peu, je dirais pas ras-le-bol, mais c'est quand même assez redondant comme métier. Et voilà, après, il y a eu aussi des événements dans ma vie qui ont fait que je me suis un peu remise en question, me dire est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Et la réponse était évidente que non. C'est pour ça qu'après j'ai entrepris les démarches justement. Alors je dirais pas que c'est venu comme ça du jour au lendemain évidemment. Il y a quand même eu un changement sur 2 ans. Enfin tu vois, ça a été une démarche quand même assez longue. Mais voilà, après une fois que la décision a été prise, j'ai mis en place en fait les actions pour pouvoir me permettre de partir en toute sécurité et sereinement surtout. Ça a été quoi la première graine qui a fait qu'il y a ce potentiel de venir vivre ici et de changer de vie? Pour être honnête, quand je suis venue ici à Essaouira la première fois, c'est la première fois justement, pourtant je viens au Maroc depuis que je suis toute petite, j'ai fréquenté plein de villes, visité plein d'endroits. Et je sais pas, cette ville a eu quelque chose de particulier et je me souviens, j'étais avec ma cousine et je lui ai dit « Waouh, genre je me verrais bien vivre ici ». J'ai sorti ça comme ça, tu sais, vraiment une phrase en l'air en se disant « Bon ». Et en fait, finalement, je suis revenue. Et puis à chaque fois que je revenais, j'avais l'impression que ça m'appelait, quoi. Et ici, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. Enfin, en tout cas en moi, quoi. Et donc, je me suis dit, faut pas, comment dire, faut pas que je lutte contre ça. Et puis d'autant plus qu'après, j'ai rencontré l'amour. Donc, forcément, en fait, tu vois, il y a encore plus de choses qui t'appellent et tu te dis, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui te relient à cet endroit. Et je me suis dit, vas-y, on n'a qu'une vie. Faut prendre des risques aussi, quoi. Parle-nous de cette rencontre. Tu sais que mes abonnés aiment bien ces histoires-là. Oui. Tout bêtement, première fois que je viens à Essaouira, donc je ne l'avais pas encore rencontré, je me dis waouh, j'adore cette ville. Je décide, parce que je fais du cheval depuis que je suis toute petite, de faire une balade. Et il s'avère que donc le guide de balade était Abdo. Comme Donc, par hasard. Voilà, mon conjoint. Et on va pas se mentir, ça a un peu été pas le coup de foudre, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et du coup, après, en fait, on a pris le temps d'apprendre à se connaître, de se voir aussi, parce que c'est pas évident, hein, une relation à distance. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça indéfiniment. Et surtout on a des valeurs communes, on avait l'envie aussi d'entreprendre. Et ce qui fait que ça paraissait évident qu'à un moment donné, il fallait faire des choix. C'était plus évident de faire ça ici, et d'autant plus l'appel que j'avais pour cette ville, je me disais, ça peut pas se faire ailleurs, quoi. Par rapport à cette rencontre, ton copain, tu sais, il y a toujours ce cliché aussi d'une femme étrangère avec un Marocain ou inversement. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des mauvaises histoires, mais il y a des belles histoires aussi. Ouais. Est-ce que tu avais des doutes ou tu sentais que ça allait peut-être être compliqué ou tu l'as senti bien dès le départ et tu as suivi ton cœur? Instinctivement, je sentais au fond de moi que c'était quelqu'un de sincère et qu'il était vrai. Après, le problème, c'est les gens autour de toi qui ont ces peurs-là. Et là, par contre, c'est pas évident parce qu'au bout d'un moment, tu dois faire en fait un petit peu la part des choses. C'est-à-dire que par moment, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment mes questions à moi ou est-ce que en fait, c'est juste parce que tu l'entends constamment? Alors évidemment, c'est par bienveillance, je pense, et par amour. Tu vois que les gens, ils se posent des questions. Oui, est-ce qu'il n'est pas avec toi pour ton argent? Est-ce qu'il n'est pas avec toi pour les papiers? Des choses en plus parfois ridicules. Oui, tu vas entreprendre avec quelqu'un, mais tu es sûr que ça va marcher? Déjà, non, tu sais jamais si ça va marcher. Mais ouais, c'était pas facile parfois. Surtout qu'en plus, il connaissait pas Abdou. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Je pense qu'après, une fois que la rencontre se fait et qu'il voit la personne, évidemment que les doutes sont levés. Mais j'entends effectivement qu'il y a forcément des mauvaises histoires. Et écoute, je me souhaite que ça continue comme ça et que ça se passe bien. Mais
voilà, de toute façon, on n'est jamais à l'abri quand, de toute façon, l'amour, c'est prendre des risques. Donc, en fait, il faut aussi s'écouter soi, quoi, et suivre son instinct. Donc, j'ai fait le choix de suivre moi, ma petite voix, même si, franchement, ça n'a pas toujours été évident. J'avoue, faut faire preuve de force mentale, vraiment. Et puis surtout, tu sais, quand c'est tes parents, quand C'est c'est ça qui est dur. tes amis proches, franchement, c'est lourd parfois, tu vois, parce que tu as le sentiment d'avoir constamment besoin de te justifier. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Et il y a la même situation quand tu leur dis que tu vas... Enfin, je parle pas forcément de toi, mais quand tu dis, OK, je vais quitter la France, la Belgique pour vivre au Maroc, tu as aussi ton entourage qui est choqué. Bah oui, parce qu'en fait, parfois, il y a un petit peu comment dire, tu vois, ils connaissent pas la culture, ils connaissent pas forcément le pays. Donc, tu sais, il y a toujours quand même cette idée de, tu vas en Afrique. Après, j'ai la chance quand même d'avoir plein d'amis, en fait, de nationalités différentes, d'horizons différents. Déjà, ça allait. Après, je pense que, bon, mes parents, forcément, restent mes parents, donc ils s'inquiétaient pour moi. Et puis ma mère, en fait, elle a connu un autre Maroc. Elle a quitté le Maroc dans les années 80. Je pense qu'elle avait aussi cet a priori en se disant qu'elle connaissait un Maroc qui n'est plus ce Maroc-là, évidemment, maintenant. D'autant plus en tant que femme, tu vois. Je pense qu'il y avait ce truc-là. Elle, en tant que femme, elle savait très bien aussi comment ça se passait. Bon, heureusement, c'est en train d'évoluer, et tant mieux. Mais je pense qu'il y avait ça aussi, tu vois. Et puis ce côté de... Mais tu prends le risque, tu vas entreprendre, t'as un travail stable... Tu vois, il y a toutes ces peurs-là aussi qui sont justifiées. Je comprends, quand t'es parent, t'as peur pour ton enfant, évidemment. Mais bon, à 32 ans, je pense que ça va. Je suis assez mature quand même pour savoir, tu vois, peser les pour, les contre. Surtout que je suis quelqu'un quand même d'assez réfléchi. Je fais attention, tu vois. J'ai vraiment tout mis en place. Je me suis énormément renseignée. D'ailleurs, merci d'avoir créé ta chaîne parce que j'ai vraiment, mais quand je dis écouter tous tes podcasts, il n'y en a pas un seul que j'ai loupé. Parce qu'en fait, c'est hyper enrichissant. Et puis, il y a d'autres pages aussi sur Instagram, tu vois, qui sont hyper riches de contenu. Et en fait, c'est génial parce que ça permet aussi d'avoir des réponses, tu vois, à des questions. Et c'est super, justement, le fait que tu accompagnes les gens en ce sens pour ceux qui sont dans l'envie de venir s'installer ici, qui ont des peurs. Parce que forcément, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, tu vois. C'est super, c'est hyper rassurant. Tu te dis au moins, je suis pas, tu vois, je pars pas sans rien. Et encore moi, ça va, je suis partie seule avec mon chien. Tu vois, c'est pas quelque chose de très contraignant quand tu pars avec des enfants. J'imagine que tu réfléchis d'autant plus justement au fait de changer de vie. Oui, parce qu'en plus, tu as les écoles et le oui. mode de vie, tout ça, Mais l'argent. Oui. Mais oui, et puis même, tu vois, la santé, enfin, c'est des choses, finalement, c'est hyper important de réfléchir à tout ça. Et puis, d'autant plus en tant que Français, on n'imagine pas, en fait, la chance qu'on a. Tu vois, genre en France, d'avoir le système avec la Sécu, la mutuelle, enfin... En fait, c'est des choses qui... Rien que d'avoir un passeport français, c'est Ah bah oui, non, mais... une chance, quoi. Mais de toute façon, c'est évident. J'ai mon conjoint qui est marocain. Quand je vois les difficultés que c'est pour juste venir en vacances en France... Oui, c'est compliqué, c'est un parcours du combattant. C'est hallucinant. D'ailleurs, même, je trouve ça injuste, tu vois, parce que je me dis, pourquoi nous, on aurait autant de facilité à venir et pour autant, on parle juste de vacances, quoi. Tu vois, on parle pas de... Mais dans cet inconscient, encore, je pense, tu vois, il y a ce truc, c'est l'Afrique, ils viennent, ils vont rester là-bas après parce que, voilà, avenir meilleur. Mais bon, je pense que, évidemment, il y aura toujours ce côté où il y a des Marocains qui veulent quitter le pays, mais comme partout. Enfin, tu vois, en France aussi, il y a des Français qui veulent pas rester et qui veulent voyager, qui veulent découvrir le monde, qui veulent juste se faire de l'expérience et découvrir, quoi. Et c'est dommage, on n'a même pas l'opportunité de pouvoir l'offrir justement aux Marocains. Alors que pourtant, nous, on le fait comme on veut, quoi. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un peu ce côté injuste. Oui, on vit dans un monde avec ses inégalités. Oui, ça, on est obligé de l'accepter. Et tu viens de dire que tu es venu avec ton chien. Donc tu avais un chien en France. J'avais un chien en France, ouais. J'imagine la question s'est pas posée de partir avec lui ou pas, ou sans lui. Ah oui, non. Comment ça s'est fait, et logistiquement parlant? Alors, logistiquement parlant, ça a été un peu lourd. En plus, j'ai pas eu de chance parce que ma chienne s'est fait une rupture du ligament croisé juste avant, disons 2 mois et demi avant de partir.
Donc opération, convalescence, pendant 6 semaines immobile. Après, il fallait reprendre tu vois, progressivement l'activité physique. Donc je me disais, mais comment je vais faire? Parce que, voilà, à 3 mois de partir, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, ça a été. Par contre, c'est compliqué aussi, tu vois, de faire partir un animal, parce que dans l'optique où si jamais tu dois rentrer, il y a plein de contraintes, en fait. Tu vois, il faut penser à plein de choses, le test antirabique, la sérologie. En fait, et puis surtout, il y a des délais. Là, ça a rechangé, mais au moment où je suis partie, il fallait un certificat de moins de 24 heures avant le départ pour certifier de la bonne santé du chien. Donc ça veut dire que le matin, j'ai pris le bateau en fait à 7. J'ai fait 2 jours de bateau et ensuite je suis arrivée à Tanger. Et donc le matin, j'avais mon bateau à 16h30, 17h. Et il fallait d'abord que j'aille chez le vétérinaire pour faire le certificat, que j'aille ensuite au service d'hygiène et de la santé à Bordeaux pour faire contresigner ce papier et ensuite prendre la route. Pour qu'au final, en plus, ils ne vérifient absolument rien. Ouais, c'est ça que j'allais te demander quand tu as passé la douane au Maroc. Alors, la douane au Maroc, c'est simple. Quand j'ai dit, mais j'ai mon chien, ils m'ont dit, ouf, genre, t'inquiète. Et en France, en fait, on m'a juste dit, vous avez les papiers. Oui, faites attention, vous savez, le Maroc est porteur de rage. J'étais là, ah bon? Merci, vous m'apprenez une bonne nouvelle. Apparemment, c'est plus compliqué quand tu reviens. Donc, du Maroc vers la France. En France, tu seras contrôlé plus strictement que... Et c'est pour ça que justement la sérologie et le fait que en fait ce test, une fois que tu as fait la prise de sang, tu es sûr que en gros si tu fais les rappels de vaccins toujours en règle, tu n'auras plus besoin de justifier. En fait, c'est juste au niveau des anticorps. En gros, ils t'expliquent que tu as tant de protection, donc c'est bon. Mais ça, il faut le faire. Tu vois, quand je suis partie, il fallait qu'il soit daté de plus de 3 mois avant le départ. Donc voilà, il y a ce truc-là. Quand tu le fais au Maroc, après, c'est possible. C'est juste que c'est long parce qu'en fait, le test, il le renvoie dans des labos en Europe, ensuite pour revenir au Maroc, et ça coûte plus cher. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses. Et pareil, il faut un certificat de bonne santé. Je crois. Alors par contre, ils sont un peu moins regardants. Je crois que c'est 48 heures, peut-être 72 heures avant le départ. Et comment ton chien s'est adapté au Maroc ? J'ai cru qu'elle avait toujours vécu ici. Elle a du sang marocain aussi. Ouais, pourtant c'est un berger blanc suisse. Hein. Franchement, elle s'est trop bien acclimatée. Après, Essaouira, c'est quand même super. Enfin, tu vois, c'est la plage. Et puis surtout, c'est que c'est aussi pour ça que je me voyais bien vivre ici. C'est que les animaux sont vachement appréciés. Tu vois des chiens en terrasse dans des cafés, ils sont pas chassés, tu vois, on leur jette pas des cailloux dessus comme certains peuvent le faire dans d'autres endroits. Donc voilà, c'était aussi pour ça, tu vois, sachant que je voulais pas partir sans elle, c'était important pour moi de savoir qu'elle serait quand même dans des bonnes conditions ici, quoi. Pour certains, c'est qu'un chien, mais pour moi, c'est quand même un être vivant c'est mon être vivant à moi, tu vois, qui dépend de moi. Donc, c'est ta fille. C'est ça, c'est ma fille. Comme moi. Et comment tu expliques ça que selon les villes, le rapport aux chiens est différent ou qu'ils sont mieux tolérés dans certains endroits que d'autres? Je pense qu'en fait, le rapport aux animaux est en train de changer quand même parce que je trouve qu'au Maroc, il y a de plus en plus d'animaux de compagnie. Tu vois, genre, les chats ont toujours été mieux tolérés forcément par rapport aux croyances, par rapport à l'islam. Les chiens, quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des chiens de compagnie. Tu vois, quand j'ai été dans des grandes villes comme Casa, Rabat, je vois beaucoup de gens avec des chiens. Mais tu sais le problème. Ils veulent que des chiens de race. Ils veulent pas des chiens marocains. Ouais. Pourtant, ils sont si mignons, les Beldis, franchement. Ils sont gentils, ils sont beaux, et ils sont très résistants. Ils vivent longtemps. Mais le Marocain, il veut un chien de race. Ouais. C'est le côté, en fait, un petit peu, je pense, tu vois, il s'inspire en fait du monde occidental, entre guillemets. Et forcément, en France, pourtant, tu vois des chiens croisés, mais quand même, le marché fait qu'il y a quand même beaucoup de chiens de race. Et je pense qu'en vrai, ça joue, à mon avis. Voilà, ils ont des influences, ce qui est normal. Hein. Comme nous, on a des influences de partout. Du coup, ils s'inspirent, je pense, de ce qu'ils voient ailleurs. Et souvent, c'est quand même les chiens de race. Des fois, malheureusement, c'est aussi comme
J'ai une Mercedes Ah oui. et je vais prendre un chien de race Oui, pour oui. l'apparence, tu vois. Mais c'est surtout que parfois les gens réalisent pas que ça soit ici ou ailleurs, hein, que en fait avoir un animal c'est quand même une grande responsabilité. C'est pas quelque chose de, enfin en tout cas pour moi c'est pas quelque chose que tu prends à la légère. C'est quand même un être, enfin tu vois moi ma chienne elle a 10 ans, donc ça fait 10 ans qu'elle partage ma vie. C'est pas juste ah je le prends et puis après je le laisse dans un coin. Non, c'est un chien encore C'est une grosse plus. responsabilité. Bah, en fait, oui, ça t'apprend déjà à prioriser dans le sens où tu as un être vivant qui dépend de toi. Donc ça veut dire que tu peux pas faire qu'en fonction de toi, tu vois. Genre, lui aussi, il a des besoins, enfin, il faut y répondre, quoi. C'est un peu comme un enfant, évidemment, enfin, c'est moins lourd, mais quand même, tu vois, ça t'apprend, je trouve, déjà, ça te prépare à ce que c'est que, ben voilà, de faire passer quelqu'un ou enfin, un être vivant avant toi. Passons du chien au cheval. Ah, Ça remonte à quand ton amour des chevaux? de toute façon, depuis toujours, depuis toute petite, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours adoré les chats, les chiens, les lapins, tu vois, les hamsters, enfin tout, 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 Les tout. cochons d'Inde? Oui, les cochons d'Inde, tout ce qui est vraiment. Mon petit frère, il a eu des hamsters, tu vois, genre j'adore les animaux vraiment. Le cheval, en fait, enfin, tardivement. Souvent, c'est vrai que les gens, quand ils commencent à monter à cheval, c'est plus jeune. Mais moi, j'ai commencé en faisant une classe verte, je crois, avec l'école en CM2. Et il y avait donc pour les plus grands la partie poney. J'ai fait du poney pendant une semaine et à partir de là, j'ai fait ok, je veux faire ça. Et en fait, je sais pas, c'est le contact avec l'animal, il y a ce truc magique qui se passe. Ça te reconnecte complètement à l'instant présent. Et en fait, c'est un côté très apaisant. Et je pense que en fait, c'est de là qu'est venue mon envie après. Donc j'ai commencé à prendre des cours, j'ai été dans un club. Et ensuite, j'ai pris des demi-pensions avec des chevaux de propriétaire pour justement aussi après aller plus loin dans le lien que tu peux établir avec un cheval, tu vois. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que le cheval, c'est un être doté de sensibilité, c'est incroyable. Franchement, c'est simple, un cheval, c'est un miroir. Si tu vas pas bien, il te renvoie les énergies que, ok, il y a un truc qui va pas. Donc, il va se comporter en fait en fonction de ce que tu lui renvoies. Surtout, je pense que l'équitation et le cheval par lui-même t'apprend en fait à te remettre en question constamment. Parce que si le cheval réagit comme ça veut dire que ça vient de toi, tu vois. Donc ça t'apprend aussi l'humilité, ça t'apprend à constamment être dans la remise en question, apprendre, progresser. Je trouve que c'est une très bonne école de la vie aussi, quoi. En dehors de juste d'aimer monter à cheval. On avait fait une interview avec Christophe Seguin qui fait la thérapie avec des chevaux à Ah, Marrakech. Donc magnifique. on peut aussi travailler, collaborer avec un cheval Mm. pour soigner les gens, Ah, pour les mais aider à aller mieux. ouais, bah, l'équithérapie, c'est fabuleux. Justement, là, j'ai rencontré une jeune femme il n'y a pas longtemps qui est venue faire une balade avec nous. Et en fait, elle a découvert le cheval suite à un burn-out. Et elle a fait d'abord de l'hypothérapie et elle m'a dit ça a changé ma vie. Vraiment. Et justement, c'est ce côté aussi où, tu vois, le cheval, enfin, il peut avoir ce côté apaisant quand tu es stressé. Je sais pas, et puis il y a un lien particulier vu qu'ils sont dotés d'une extrême sensibilité, ils ressentent très profondément en fait, même parfois quand on n'a pas toi-même conscience, tu vois. Et juste le fait d'être en contact avec eux, par exemple, parfois les enfants trisomiques, tu vois, ils n'ont pas forcément besoin de monter à cheval pour que ça leur fasse du bien, mais juste d'être en contact avec eux. Je sais que les enfants porteurs d'autisme aussi sont. Enfin, ça les aide beaucoup. Moi, j'ai été témoin justement dans le club où j'étais. Une jeune fille, quand elle était arrivée, autiste, qui parlait pas. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, elle a commencé à s'ouvrir, à verbaliser un petit peu. Alors, évidemment, pas comme toi et moi, mais tu vois, on voyait qu'il y avait des progrès. Donc, je pense que véritablement, le cheval a un truc que les autres animaux enfin, n'ont pas, je pense. Et le cheval à Essaouira. Hier, on se baladait sur la plage au coucher de soleil. Ouais. Bon, on est dans la pleine saison, au mois d'août. Mm. Et il y avait des centaines de chevaux. Mm. Donc il y a un gros business aussi avec ça. Comment tu expliques qu'il y a autant de chevaux ici? Et qu'est-ce qu'on fait à Essaouira avec les chevaux? En gros, les chevaux de la plage, donc c'est les chevaux qui vont rester à la plage toute la journée. Et après, tu as les chevaux qui sont en écurie, comme nous. Donc les chevaux qui sont en écurie, on part de l'écurie, on fait une balade. Mais c'est souvent des balades un peu plus longues.
À la plage, en fait, c'est juste histoire, tu vois, de découvrir un petit peu, d'être en contact avec le cheval, tu marches un peu, tu fais le long, tu vois, de la plage de ville, quoi, et puis après, tu reviens. Comme un dromadaire. Exactement. C'est exactement ça. Et franchement, en fait, je pense que le cheval a un petit peu explosé grâce à Yacine Cavalier, qui est aussi basé à Diabat. Et en gros, avec le corona, il se passait plus rien, il n'y avait plus d'activité. Il faisait beaucoup de vidéos. Et il faisait des vidéos forcément qui faisaient rêver. Parce que seul à la plage, à cheval, sunset, bon bah autant dire que ça donne envie. Et grâce à ça, en fait, ça a développé, si tu veux, un petit peu l'activité, même si ça existait. Il y a quand même des centres équestres qui sont là depuis longtemps, hein, qui ont 15-20 ans d'ancienneté. Hein. Mais je pense que c'est quand même ça qui a, avec les réseaux sociaux, qui a fait un grand boom. Et donc forcément, d'autant plus la demande, tu vois. Et par contre, la haute saison, moi personnellement, je trouve pas ça appréciable parce que en fait, il y a trop de monde. Tu dois être tout le temps en train de faire attention. Sincèrement, je conseille pas, tu vois, de tester. En tout cas, le cheval, si tu aimes vraiment, la connexion avec la nature et avec l'animal à cette période-là, parce que ça n'a pas. C'est quoi les meilleures périodes? Ça dépend après du nombre de jours, par exemple, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des randonnées à cheval, surtout. C'est ce qu'on privilégie parce que c'est ce qu'on trouve qui est le mieux dans le sens où on déconnecte, quoi. Tu vois, tu pars en itinérance, tu pars avec des gens, donc tu fais des rencontres, tu vois, tu crées un espèce d'énergie collective tout en, en te connectant à la nature. Tu vas à la rencontre des locaux. Et donc, par exemple, si tu veux partir 6 jours, le mieux, c'est plutôt vers octobre, à partir d'octobre jusqu'à mars-avril, parce qu'il ne fait pas trop chaud. Parce que après, plus tu descends, plus il fait chaud, plus tu rentres dans les terres, plus il fait chaud. Après, les boucles, par exemple, de 2-3 jours, souvent, tu restes sur la côte. Donc, ça va, ça reste gérable et il fait bon. Il y a du vent. De toute façon, Essaouira est la ville du vent. Donc là, ça peut se faire toute l'année. En tout cas, c'est ce que j'explique parfois, c'est que les balades, c'est pas pareil que les randonnées. Tu vois, les randonnées, tu peux en faire toute l'année. Vu que tu vas vraiment dans la nature, tu rencontres pas autant de gens, que ça soit à cheval ou à pied. Tu passes vraiment par des endroits où pendant plusieurs heures, tu peux ne croiser personne du tout. Mais pour les balades, en tout cas, je conseille d'éviter l'été parce que c'est pas. Je trouve que ça rend pas juste. Comment dire, ça donne pas la réelle image de ce que c'est finalement, tu vois, du plaisir que de faire une balade. Ou alors de le faire le matin. Mais bon, les gens maintenant, tu vois, ils sont habitués à le sunset, ça crée une atmosphère. C'est sûr, c'est très beau, hein, j'adore cette partie de la journée, mais bon, ça reste plus compliqué parce que franchement, c'est sursaturé hein, à la plage. Ça fait un peu shooting photo. Ouais. On fait ça juste pour Instagram. Ouais. Oui, de toute façon, je pense que c'est le but, pour la plupart en tout cas. Et ça, c'est un peu triste d'un amoureux du cheval. C'est pour ça que nous, c'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir proposer aux gens qui sont réellement, tu vois, dans l'envie de connaître aussi une nouvelle race, parce que c'est des chevaux que tu rencontres pas nécessairement, tu vois, beaucoup en Europe. C'est des barbes arabes. Donc, et puis c'est des chevaux entiers. Donc tu vois, c'est encore un autre rapport. Attends, il faut préciser, c'est quoi un entier? Alors c'est quoi un entier? C'est quand les chevaux ne sont pas castrés. Voilà, donc parce que ici, évidemment, justement, par rapport à la culture, la castration et la stérilisation, c'est... d'ailleurs, on le voit avec les chats et les chiens, hein, c'est pour ça que parfois c'est un peu compliqué, même si le sujet devrait être un peu plus abordé. Je sais qu'il y a certaines associations qui se battent avec ça, justement. Ouais, même ici, à Essaouira. Oui, bien sûr, ouais. J'ai un de mes voisins qui tient une asso et qui, justement... qui est marocain et il me dit régulièrement que c'est difficile hein, de faire changer un petit peu ces règles-là parce que voilà, je l'entends, pour eux c'est contre nature, c'est aller à l'encontre justement de ce qui se fait en fait par nature, mais parfois je pense que ça pourrait être évité, surtout Surtout pour les chiens, ce serait une solution.
plutôt que de les tuer ou Ah oui. de les empoisonner. Je trouve ça vraiment, parfois d'ailleurs même à Essaouira, hein, il y a des espèces de campagnes où ils viennent avec des fourrières, ils attrapent les chiens et après on sait très bien comment ça se termine. Certaines personnes parfois quand elles sont témoins de ça, elles se battent, elles hurlent en disant que c'est pas normal. Donc parfois ils arrivent à justement stopper l'action, mais c'est difficile parce que parfois ils en profitent, ils font ça la nuit quand tout le monde dort. Donc justement, là, avec le festival Gnawa, ça a été un peu un sujet. Tu vois, il y a eu le festival en fin juin. Et justement, les associations se sont toutes réunies et ont fait un espèce de mouvement collectif où elles ont ramassé elles-mêmes, en fait, quasiment tous les chiens pour éviter, justement, qu'ils se fassent euthanasier. Et ils les ont emmenés, en fait, ils se sont débrouillés pour 2-3 jours, les mettre dans un endroit en sécurité. Et après, ils les ont relâchés parce que ces chiens-là, ils sont pas faits évidemment pour vivre comme nous, ce qu'on propose à nos chiens, tu vois, ils sont pas habitués à ça. Surtout, c'est qu'en plus, la plupart du temps, ces animaux-là, ils sont adorables. Enfin, moi, je vois, j'ai ma chienne, j'avais un petit peu peur de ça, et en fait, ça se passe hyper bien. Enfin, à la plage, à chaque fois, c'est l'éclate, quoi. Ah, ils veulent jouer et te caresser. Et puis, ils sont tellement gentils, enfin, franchement, ils sont hyper avenants, même avec les humains. Il y a pas. Alors après, il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont peur des chiens, mais ça va, ça reste. Souvent, de toute façon, ils sont un peu conditionnés, tu vois, ils sont quand même assez méfiants. Ils arrivent à sentir si, tu vois, s'ils peuvent venir, s'ils peuvent pas venir. Ils fonctionnent à l'intuition. Ouais, complètement. Et je ne sais pas si on a été trop vite, mais tu as dit plusieurs fois notre projet avec les chevaux, mais on n'a pas encore expliqué. Donc, tu as rencontré ton copain ici, le coup de foudre, et comme par hasard, entre guillemets, il travaille avec les chevaux aussi. Ouais. Comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble? Comment ça s'est fait aussi, ce nouveau projet? Donc, c'est Espoir, Cheval et Saouira. Exactement, Espoir, Cheval et Saouira, ouais. En fait, donc mon copain travaille dans le milieu du cheval depuis quasiment toujours. Enfin, il a commencé quand même assez jeune. Donc il a quand même une grande expérience derrière lui. Et je pense qu'il y a des valeurs, si tu veux, dans lesquelles il ne se retrouve pas, dans la façon de gérer et le comportement que certains peuvent avoir avec les chevaux. Et donc déjà, on partage évidemment cette valeur, puisque pour nous, le bien-être animal, c'est notre priorité. Justement, on sait que c'est nos partenaires, en fait, c'est grâce à eux, vu qu'on veut en faire notre métier, c'est grâce à eux quand même qu'on arrive à vivre. Donc la moindre des choses qu'on peut faire, en fait, c'est de prendre soin d'eux. C'est le minimum, très sincèrement. Donc, voilà, il avait cette envie aussi de se détacher de tout ça parce que ça devenait compliqué moralement pour lui de faire ça. Et puis, en fait, il a aussi un ami d'enfance qui est aussi dans le milieu du cheval depuis tout petit. Ils avaient en fait cette envie depuis toujours. Et moi, j'ai toujours eu envie de travailler dans les chevaux. C'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Je me souviens même au moment de choisir, tu vois, mon orientation pour aller au lycée, j'avais été voir une conseillère d'orientation. Mais bon, j'avais pris conscience qu'effectivement, c'était un peu, tu vois, compliqué. C'était un métier un peu bouché, difficile de faire sa place. Donc j'avais un peu laissé tomber l'idée parce qu'un peu par peur, en même temps quand tu as 15 ans, je pense que tu vois, c'est difficile de faire des choix. En fait, tu vois, il y a tout ça accumulé. J'ai poussé évidemment Abdou à se lancer tout seul parce qu'en fait, je sais que c'est un homme de cheval, je sais qu'il aime les chevaux. Donc lui, il travaillait pour une autre structure avant. C'est ça, exactement, ouais. Et puis, tu vois, même en tant que Marocain aussi, des fois, t'es un peu exploité, tu vois. Donc... c'est pas toujours facile, tu travailles beaucoup pour pas grand-chose. Ouais, tu récoltes les miettes Mais oui, du patron, quoi. Complètement. Et je pense que en fait, l'investissement qu'il y mettait, ça méritait bien plus que ça. Et je pense qu'en fait, il avait conscience de ça. Après, c'est normal, on a tous des peurs. Et puis finalement, on a beaucoup discuté. Et on s'est dit, faut qu'on tente, en fait. Faut qu'on tente notre chance, on a envie de ça. Et donc on s'est dit let's go quoi. Faut tenter l'aventure parce que si c'est pas maintenant qu'on le fait, on le fera certainement jamais. Donc go. Franchement go. Si comme Sarah vous avez ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation spécialement pour vous. Durant 7 jours, je vous envoie un conseil par jour. Cliquez simplement sur le premier lien dans la description pour recevoir votre premier conseil dans votre boîte email. Comment on démarre cette activité? Donc lui, il a déjà l'expérience et
le professionnalisme. Ouais. Mais comment vous avez structuré le projet, les premiers pas? Alors donc, on est 3 dans le projet. Donc il y a Abdou, Soufiane et moi. Soufiane, en fait, il s'occupe plutôt de la partie marketing. Il a, d'ailleurs, on le remerciera jamais assez, il a fait un travail titanesque, tu vois, pour faire en sorte que le site internet soit bien référencé. Enfin, tu vois, de se mettre sur toutes les plateformes pour se faire connaître, parce que c'est vraiment pas évident, enfin, sincèrement. Donc si on tape cheval et Savira, Normalement, on nous trouve du coup dans Google. Ouais, et puis après Abdou, lui, il s'occupe plutôt de la partie donc cheval, évidemment, la partie technique, pour c'est lui qui est le guide de randonnée, donc c'est lui qui connaît tous les chemins, qui connaît vraiment, enfin même le contact avec les animaux, c'est lui qui sait comment gérer une écurie, qui sait comment s'occuper des chevaux. Et moi, j'ai plutôt la partie forcément gestion, puisque moi, je suis comptable de formation. Donc voilà, il y a toute la partie un petit peu administrative, structurelle et aussi logistique, voilà, que j'occupe. Donc on essaye ensuite d'organiser, enfin tu vois, de mettre en accord tout ça. Et évidemment, on se soutient les uns les autres. On vient... comme on dit, combler, tu vois, un petit peu les trous, parce qu'il y a tellement de choses à faire, en fait, quand tu crées un projet que, voilà, on est un peu multitâche et multifonction pour l'instant. Et comment on commence, comment on attire ses premiers clients? Parce qu'il y a une grosse concurrence sur comment on pourrait dire, cette activité. Alors déjà, on a la chance quand même qu'Abdou soit dans le secteur depuis très longtemps. Donc ça, déjà, il a quand même créé, en fait, des liens, des amitiés de très longue date pour certaines, tu vois, avec des personnes. Donc déjà ça aide. Après, chacun, on a forcément... moi, j'ai des amis, lui, il a des amis, Soufiane a des amis. Donc on se fait connaître en fait un petit peu par le bouche à oreille comme ça. Après, on a aussi une page Instagram, justement, que Abdou alimente régulièrement. Et franchement, merci à lui parce qu'il fait des super contenus, parce que moi, je serais incapable de faire ça. Et puis après, on a aussi notre site internet, tu vois, donc ça passe par les mots-clés, les gens qui cherchent. Et ensuite, c'est se faire connaître sur différentes plateformes, créer un réseau, aller à la rencontre des gens. Voilà, tu vois, ça passe aussi parfois par proposer tes activités avec des hôtels, tu vois, créer des partenariats, des choses comme ça. Et moi, du coup, je suis en lien avec la France, donc parfois, quand je rentre, je vais à la rencontre aussi de partenaires qui sont dans le même secteur d'activité. Voilà, on essaye de réseauter, quoi, pour l'instant. Et puis après, par le bouche à oreille, ça commence à porter ses fruits. On a des réservations, on a des randos qui se bookent au fur et à mesure. Donc c'est cool, en vrai, on est hyper contents parce qu'on voit enfin les fruits de tout le travail qu'on a mis en place, en fait, depuis des mois et des mois. Donc c'est chouette. Et maintenant, vous allez avoir des abonnés d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Écoute, c'est bienvenue à eux. Et ce matin, pour moi, c'était ma première expérience du cheval. J'en avais jamais fait. Et justement, Abdou nous a bien guidés, nous a bien encadrés. J'ai beaucoup aimé son énergie et c'était très naturel. Moi, je m'attendais à des explications avant, de la théorie et tout, mais non, tu vas sur le cheval et après on t'explique. Oui. Sur le terrain, il y a différents codes à débloquer. Et j'ai beaucoup aimé, on a fait des belles images, des beaux souvenirs qu'on peut afficher en ce moment. Ouais. Et c'était une belle expérience, merci à vous pour ça. Tu sais, en fait, quand on a des retours comme ça, on se dit que notre job, il est génial parce que on permet aux gens de découvrir, tu vois, quelque chose qui, je pense, sur le long terme apporte. Tu vois, la connexion de façon à la nature et tu vois, d'être à la plage avec personne d'autre, être en contact avec des gens qui sont passionnés aussi, parce que très sincèrement, tu peux en être témoin, Abdou est vraiment passionné. Oui, je confirme. Il est doué dans ce qu'il fait aussi, tu vois. Il a vraiment ce côté, il est très attentif, c'est une grande qualité. Observateur, ouais, il est très attentionné aussi. Je pense que c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait aussi que ça fidélise après les gens aussi, tu vois, parce que souvent, quand les gens reviennent, c'est parce qu'ils ont eu Abdou, parce qu'ils ont eu une belle expérience. Donc il y a tout ce qu'il y a autour, mais il y a aussi le côté humain qui est hyper important. Et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est tout simplement un moment de partage, quoi.
Je pense qu'il a la meilleure des méthodes parce que en fait c'est quelque chose d'intuitif, tu vois, il va t'apprendre à ressentir les choses avec le cheval parce que c'est ça en fait qui se passe. C'est un être vivant, c'est un être mouvant, donc ça fonctionne comme ça. Après évidemment il y a des règles de base, tu vois, qui t'expliquent avant que tu partes. Mais il y a des choses, c'est au fur et à mesure que tu avances dans la balade ou dans ta rando. Et voilà, il va te dire, ah ben là, tu vois pourquoi il a réagi comme ça. Il y a ce côté aussi un petit peu pédagogue et d'apprentissage et je trouve ça chouette. Et à mon avis, la première balade, c'est juste un avant-goût. Après, tu découvres beaucoup plus de choses. Oui. Tu peux aller plus en profondeur sur la connexion avec le cheval. Ah oui, complètement. Mais c'est pour ça que les randonnées, tu vois, c'est quelque chose de plus riche. Parce que c'est sûr que quand tu fais qu'1 heure de balade, t'as pas le temps de créer cette connexion. Quand tu pars en rando, t'es avec lui toute la journée. Le soir, tu le décèles, tu le brosses, tu vois, tu prends soin de lui. Tu vois, c'est des choses qui sont importantes parce qu'après, en fait, il va te le rendre aussi. Il voit que tu prends soin de lui, donc il te le rend d'autant plus. C'est sûr qu'en faisant qu'1 heure, t'as pas le temps de voir tout ça. C'est un petit aperçu. Exactement, et c'est souvent d'ailleurs, c'est ce qui nous permet après en fait que les gens aussi reviennent. Parce que forcément, certains qui connaissent pas, ils viennent, ils testent, et après, s'ils sont convaincus, ils nous recontactent. Et imagine, pour les abonnés qui veulent faire une randonnée, comment ça se passe? C'est quoi le programme et comment on fait pour s'inscrire? Souvent, on conseille le nombre de jours en fonction du niveau que tu as, parce que monter à cheval, c'est quand même physique, c'est fatigant. Voilà, en fonction de ça, déjà, on te dira le nombre de jours maximum. Ensuite, pour pouvoir avoir des renseignements, il faut nous contacter tout simplement via soit notre page Instagram, soit via notre site. On a un formulaire de contact. Et après, on prend le temps d'échanger, de savoir quelle est ta demande, qu'est-ce que tu recherches. Parce qu'en fait, on propose des randos classiques, mais on propose aussi des randos, tu vois, sur mesure en fonction de ce que tu as vraiment envie de faire, tu vois, parce que tu as le cheval, mais tu peux aussi associer ça à d'autres choses. Aller chez l'habitant, par exemple. Exactement. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a cette envie d'aller plus loin, tu vois, de pouvoir proposer aussi aux gens de rencontrer des locaux, de voir comment ils vivent. En fait, de pouvoir aussi aider ces personnes-là, tu vois, qui sont parfois isolées dans les campagnes, qui gagnent pas beaucoup d'argent, donc ça leur permet aussi, tu vois, de gagner. Et ils te le rendent en plus au centuple, enfin, très sincèrement. Faut sortir des sentiers battus. Ouais, exactement, et puis aller à la recherche un peu d'authenticité, parce que ça se perd. Et aussi, tu vois, par exemple, quand tu es à cheval, du coup, tu n'es pas aussi hyper connecté, tu n'es pas sur ton téléphone. Parce que ça, c'est un truc qui nous tue. Enfin, sincèrement, on est trop dans ce truc, les réseaux, tout le temps des mails, le travail, tout le temps dans le speed. Là, tu es juste là. En fait, tu peux pas être ailleurs que juste dans l'instant présent. Je pense que c'est pour ça aussi que quand tu pars 2, 3, 4, 6 jours, quand tu reviens, mais tu as l'impression qu'il s'est passé 3 semaines, tu vois, parfois. Parce que en fait, tu es un peu plus dans ce lâcher-prise. C'est ce qu'on souhaite pouvoir offrir aux gens aussi. Ça me donne envie même, là. Mais tu viens quand tu veux, Stéphane. Et moi, c'est ce que j'ai choisi aussi de développer avec Maroc en conscience. C'est d'aller chez l'habitant, de connecter avec le Maroc authentique. Et c'est tellement riche. Parce qu'au Maroc, tu peux vivre plein d'expériences au niveau touristique. Oui. Mais ce côté-là m'attire beaucoup et ça touche les gens aussi. Quand tu rentres chez les familles, mais bien sûr. Il n'y a rien de mieux, quoi. Mais oui, puis tu vois, c'est ce truc aussi, te dire que tu fais une bonne action, tu vois, parce que tu vas aider des personnes parfois qui ont du mal, voilà, juste à nourrir en fait leurs enfants. Donc, et qui parfois, du coup, dans certaines situations, sont obligés de prendre des décisions à contre-cœur, agir, tu vois, et c'est... Justement, je suis en lien aussi avec une association, tu vois, qui aide les petites filles à s'éduquer, à pouvoir aller à l'école. Et je trouve que c'est important. C'est important, justement, et c'est en allant vers ces gens-là que, en fait, tu mets ta petite pierre à l'édifice. Et surtout, tu rencontres ces personnes-là et tu as tellement à apprendre d'eux. Et vraiment, ils te mettent une claque, hein. Franchement, après, tu te dis, ah ouais, non, mais moi, mes problèmes, c'est rien. Franchement, tu redescends un petit peu sur terre, tu vois. Et je pense qu'on en a besoin parce que vraiment, on est en train de se déconnecter parfois de cette réalité qui existe encore. Là, Sarah, tu m'as fait découvrir un joli lieu. Où est-ce qu'on est en ce moment? Alors là, on est au Mimouna. C'est un riad dans la Médina à Essaouira que j'adore, que je trouve magnifique. Il y a une vue
incroyable. Et après, il y a plein de petites pépites comme ça, tu vois, dans la Médina à Essaouira. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de petits lieux magiques. On veut savoir tes coups de cœur. Donc Mais tu écoute, nous as fait découvrir chez Jamila. ouais. C'est quoi les lieux où tu te sens le mieux, que tu recommandes? Alors, chez Jamila, je recommande, mais à 3000%. C'est voilà, c'est un petit restaurant où c'est deux femmes, tu vois, qui cuisinent. C'est comme si tu étais à la maison et cuisine locale. Et vraiment, c'est tout simple, mais sincèrement, c'est tellement bon. Moi, c'est devenu ma cantine. Après, Donc il y a le code Sarah, c'est ça, code promo. mais laissez-leur un pourboire plutôt. Oui. Oui, oui, vraiment. Parce qu'elle mérite, elle travaille vraiment très, très dur. Et puis voilà, tu vois, si on peut donner un peu de soutien à des femmes aussi qui entreprennent, parce que voilà, C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ouais. Mais ouais, c'est pas toujours évident. Et surtout qu'en plus, tu vois, la restauration au Maroc, c'est vraiment un secteur très, très concurrentiel. Mais quand c'est bon, ça vaut vraiment le détour. Et elle, vraiment, les yeux fermés, je recommande. Validé. Ouais. Après, un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, c'est le Café des Arts. C'est un endroit assez cosy, alors plutôt pour boire un verre et avec de la musique gnawa, c'est très authentique et c'est de la musique live. Et puis surtout quand tu es musicien, en fait, tu peux venir t'installer, jouer avec eux. Tu vois, il y a ce côté aussi très partage. Et du coup, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Et Abdou adore aller là-bas aussi parce qu'il joue de la musique, donc on y va très très souvent. D'autres lieux que tu penses? Pour aller voir un sunset en bord de mer, j'aime bien aller aux planches ou à l'océan Vagabond. C'est vraiment, t'es collé à la plage et ça donne une vue incroyable sur l'océan. Et c'est pareil, c'est hyper apaisant, tu vois, t'es en lien avec la nature directement, donc Peut-être qu'on ira tout à l'heure. Ça donne envie. ça donne très envie. Franchement, c'est très sympa. Et au niveau des activités, il y a quoi? À part la Médina et la plage, il y a d'autres choses? Alors après, en activité sportive, tu peux avoir plein de choses. Tu as le kitesurf, forcément, parce qu'avec le vent, voilà. Tu as le surf aussi en fonction des saisons, donc c'est pareil. Tu vois, s'il y a trop de vent, c'est pas très adapté. Tu peux faire du dromadaire, il y a du quad. En activité physique, c'est assez varié. Après, moi, en fait, ce que je recommande, c'est de venir à Essaouira parce que, voilà, rien que déjà pour la musique, pour l'ambiance, c'est fabuleux. La région d'Essaouira est très riche aussi et magnifique. Vraiment, il y a des endroits incroyables. Bon, voilà, on garde encore quelques endroits secrets parce que... Faut faire la randonnée pour Voilà, savoir. c'est ça, exactement. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil parce que, surtout, on est dans une nature encore un peu protégée, préservée de l'humain. Parce que c'est aussi ça le truc un peu gênant au Maroc, c'est voilà, la gestion des déchets. Il y a beaucoup de pollution au niveau du plastique. Enfin, donc parfois ça gâche un petit peu le paysage. Mais certains endroits sont encore préservés parce que pas trop justement en contact avec l'humain. Donc, et c'est justement et c'est là où quand tu pars en itinérance que tu peux découvrir ces endroits, quoi. Je vois qu'il y a des campagnes aussi en cours du gouvernement pour les plages propres et Oui. on voit le long de la plage, il y a un peu de sensibilisation pour Oui, ça. oui, bien sûr. Il y a même l'association Surfrider qui est basée à Sidi Kaouki, qui fait régulièrement des campagnes de ramassage de déchets. Et très sincèrement, Essaouira, c'est pas, enfin, à la plage en tout cas, c'est pas encore la ville la plus sale que j'ai pu voir au Maroc. Franchement, ça va. Moi, par exemple, ce qui m'avait choqué, c'était l'été à Agadir. J'y allais souvent hors saison, mais en saison, c'est terrible. Enfin, surtout qu'en plus, c'est des petites plages, donc c'est vraiment, ça fait mal en fait de se dire que c'est nous qui faisons ça, tu vois. Après, forcément, il y a aussi l'océan qui ramène les déchets. Donc ça, tu peux pas lutter contre ça, mais ça reste encore assez propre. Mais pareil, dès que tu t'éloignes un petit peu de la ville, en fait, à Essaouira, c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux ensuite être vraiment sur des plages complètement sauvages et pas trop fréquentées. Et là, dans ce cas-là, c'est quand même plus propre. Alors, on revient sur ton installation au Maroc. Oui. C'était quoi tes peurs et tes craintes avant de prendre ce bateau et de commencer? Comment je vais faire pour vivre? Parce que forcément, financièrement, tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche.
On aimerait bien, mais Oui, ça serait beau. Donc, ça a été une longue négociation avec mon travail. Donc, j'ai la chance encore de bosser, tu vois, un petit peu entêtée avec la France, 2 jours par semaine. Donc, déjà, ça me permet d'avoir quand même un revenu fixe. Et puis, surtout, ça me permet aussi de garder le lien avec mon équipe que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'est plutôt un bon compromis. Mais c'est pareil, tu vois, ça a été une longue démarche. Et puis de se renseigner pour savoir comment mettre les choses en place, justement par rapport à la protection sociale. Est-ce que ça couvrait au Maroc? Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là. D'ailleurs, la vidéo que tu avais faite avec Karil m'a grandement aidée. il n'y avait pas encore ma formation en ligne à cette époque. Ouais, franchement, incroyable. Et puis surtout, c'est que vu que c'est un représentant des Français à l'étranger, il est hyper facile en fait à contacter. Donc j'avais pris contact avec lui sur Instagram. Il a répondu direct à mes messages, à mes interrogations. Il m'a accompagnée. Et ça, franchement, c'est hyper riche. Donc ça a été aussi un peu rassurant, tu vois, de pouvoir découvrir des personnes qui peuvent t'aider. Qu'est-ce qui me faisait peur encore? Forcément que mon chien, ça se passe pas bien. J'avais peur aussi que la vie me plaise, enfin tu vois, que la vie me plaise pas parce que c'est pas pareil de venir en vacances et de venir vivre, même si j'étais convaincue que ça se passerait bien, tu vois, mais il y a quand même toujours ce côté-là, le manque de la famille, des amis. Ça c'est parce que moi je suis très famille et je suis très proche de mes amis, c'est comme une deuxième famille pour moi. Mais voilà, j'ai la chance, j'ai eu des amis qui sont venus, des amis différents tous les mois, tu vois, j'ai jamais été vraiment trop seule. Puis t'as l'aéroport ici. Oui, oui, oui. En plus, j'ai des vols directs, tu vois, quasiment une bonne partie de l'année. Donc après, sinon, il faut que j'aille à Marrakech. Mais ça va, ça reste quand même facile. C'est pareil, le Maroc, c'est pas non plus le bout du monde, tu vois. En avion, ça se fait rapidement. J'avais peur forcément d'échouer, tu vois, tu prends des risques, tu changes tout, tu quittes tout. Donc ça fait peur, c'est l'inconnu aussi, tu vois, tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais ok, comment je vais faire ça? Tu vois, même des choses bêtes du quotidien, mais comment je vais faire pour pouvoir sortir mon chien? Où est-ce que je vais habiter? Où est-ce que... Tu vois, il y avait toutes ces questions-là. La question du logement était quelque chose qui me stressait beaucoup. Surtout qu'en plus, les locations ici à Essaouira, parce que pour commencer, tu vois, je voulais une location en meublé pour venir m'installer, poser juste mes affaires et me dire que je m'installe, je suis avec mon chien, elle n'est pas trop perturbée comme ça, parce que les changements, déjà, c'est pas facile. Ça a été compliqué parce que souvent en fait ils aiment bien louer en gros de octobre à mai et puis après ils te disent bah non en fait on veut plus parce que forcément la haute saison ils gagnent plus d'argent donc tu vois il y avait aussi cette difficulté là. Donc tu dois négocier avec le propriétaire que c'est un an Ouais, et c'est qu'on ça. te chasse pas l'été quoi. Exactement. Moi donc j'ai réussi finalement à trouver un appartement en longue durée. Et donc ça va, ça a fini par se faire, mais tu vois, il a fallu que je prenne contact avec plein de gens, des espèces de samsars, tu vois, genre... et puis des fois, on te dit, oui, j'étais à l'appartement, et puis en fait, quand tu viens, t'as un chien, ah ben non, en fait, alors que tu leur dis dans le mail, ah ben non, en fait, Ah oui, il y ça a va ça le aussi. faire. Il y a aussi des fois, nécessairement, tu vois, on est un couple mixte, donc des fois, tu as aussi le problème de quand t'es pas marié, tu vois, c'est pas toujours évident, quoi. Mais bon, finalement, on arrive à trouver des solutions. Ça prend un peu de temps, ça génère du stress, mais on finit toujours par trouver. Mais j'avoue que le stress, mon taux de cortisol, je pense qu'il était... tu vois, les genre 3-4 derniers mois avant de partir, le temps de tout mettre en place, les derniers préparatifs. J'ai commencé à transférer des affaires à chaque fois que je venais en avion. Enfin, les allers-retours aussi, c'était fatigant. Parce que, mine de rien, j'essayais de venir une fois par mois, tous les 2 mois, maximum. Souvent, c'était quand même une fois par mois. Donc, tu vois, il y a aussi ça, il y a la fatigue physique. Et puis, il y a tout ce côté où on ne se rend pas compte, mais l'énergie aussi que tu mets pour assurer ton entourage, pour faire tu vois, faire le tri dans ce que tu reçois, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Tu vois, il y a tout ça aussi et c'est très, très énergivore. Franchement, quand je suis arrivée, je pense que pendant 1 mois, j'ai fait que dormir parce qu'en fait, j'étais épuisée. Tu sais, la charge mentale, franchement, c'était lourd. Mais par contre, après, quel bonheur, quoi. Enfin, ici, c'est hyper apaisant et justement, ça te recharge, quoi, à fond, je trouve.
Et puis le contact avec l'océan, ça change tout. Moi, j'étais en ville. Enfin, je vivais quand même pas loin d'une forêt. Parce que bon, forcément, avec un chien, tu vis jamais très loin de la nature. Donc ça allait, mais j'étais quand même au travail dans le centre-ville tous les jours. Donc quand même beaucoup béton. Et l'océan, c'est incroyable comme énergie. Et puis tu vois, tu te poses à la plage, juste tu médites, tu regardes les vagues. Ça y est. Tu sors ton petit cahier, tu vois, tu fais ton petit... tu vois, tu t'écris tes petites pensées du jour. Et en fait, ça y est, ensuite, t'es parti pour ta journée, quoi. Tu vois, c'est génial. D'ailleurs, on dit souvent que c'est une ville spirituelle, Essaouira. Ouais. Il y a beaucoup de femmes aussi qui suivent la chaîne, qui ont beaucoup de peur aussi, comme peut-être tu as pu avoir. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer ou les étapes en tant que femme? Si je me suis installée à Essaouira, c'est pas pour rien. Parce qu'en tant que femme, justement, tu vois, ces côtés un peu négatifs que tu peux avoir au Maroc, tu les as pas réellement ici. C'est vraiment hyper tranquille, c'est hyper safe comme ville. Donc ça, déjà aussi, tu vois, il faut bien choisir la ville où tu vas. Je pense que c'est important de venir régulièrement, de venir longtemps. Tu veux dire que t'es pas harcelé tous les 2 pas Oui, non, pas du tout. Par exemple, là, j'ai eu parfois quelques petits couacs, mais on va dire que souvent, c'est pas des locaux. Tu vois, c'est pas des gens d'ici, c'est des gens qui sont juste en vacances. Bon, c'est pas très agréable, j'avoue. Tu t'énerves, mais enfin. Ça aurait pu arriver ailleurs. Voilà, exactement. Mais le reste de l'année, pour avoir été ici à plusieurs reprises, enfin quasiment tous les mois de l'année, à part l'été, j'ai jamais eu de soucis. Justement, au contraire, c'est pour ça que j'aime aussi autant cette ville. Mais voilà, je pense que c'est important de venir quand même régulièrement. Tester par soi-même. Ah oui, tester par soi-même. Essayer aussi, tu vois, d'aller à la rencontre de gens justement qui... Alors, je sais, en étant ici, que c'est pas facile de se faire des contacts. Tu vois, là, ça fait 7 mois que je suis là. Et j'ai pas réellement encore d'amis, enfin de copines en tout cas. J'ai réussi à me lier d'amitié quand même avec ma prof de yoga, Léa, je pense que tu connais, qui s'appelle Jana Therapy sur Instagram. Et en fait, c'est super, c'est hyper enrichissant parce que... Bah, elle est passée aussi par tout ça, tu vois, donc elle a pu partager aussi avec moi justement certaines étapes. Et je pense que c'est bien aussi d'essayer d'aller à la rencontre de ces personnes-là qui ont passé le pas, prendre contact avec eux. Alors je sais que parfois c'est pas toujours évident, tu vois, de les trouver. Mais pas hésiter à se mettre, tu vois, sur des groupes Facebook, parce que par exemple, il y a des grosses communautés de gens justement qui partent à l'étranger, qui se mettent sur des groupes pour faire des rencontres. Surtout en tant que femme, en plus, tu vois, je pense à certaines pages comme Host Sister, tu vois, et en fait, c'est des nanas qui viennent, qui s'installent. Elles disent, je suis dans telle ville, est-ce que je pourrais faire des rencontres, tu vois, et puis ça permet, même si t'es pas encore installé, en fait, d'aller à la rencontre justement de ces personnes-là qui sont déjà basées. Et là, récemment, on a Katia qui suit la formation Objectif Maroc, qui t'a rencontré aussi. Mais ça a été génial. Ça a été génial parce qu'on a parlé de plein de choses, elle m'a posé des questions. Et puis en fait, on a juste été aussi dans le partage, de me dire comment toi tu vis ta vie ici, est-ce que tu te sens bien? Parce que bon, elle en plus, elle part avec son fils. Donc tu vois, il y a aussi d'autres appréhensions, je pense, en tant que maman, maman solo. La pression est encore plus grande, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça, franchement, j'ai été trop contente de la rencontrer. Parce que ça te permet aussi de rencontrer, d'aller échanger avec des personnes, tu vois, qui sont dans une même démarche, dans un même mouvement. Elle, ça l'inspire. Toi, tu vois, tu prends d'elle aussi. Mais voilà, elle est entrepreneuse, elle aussi. Et en fait, elle m'a donné plein de tips. Enfin, tu vois, ça a été vraiment un moment enrichissant et de partage. Et je pense qu'il faut jouer de son réseau, tu vois, si tu peux. C'est hyper important et c'est génial, justement, que tu aies fait le lien comme ça, tu vois. Même aussi, elle se dit, si je suis là et que je suis toute seule, il y a quand même quelqu'un. Tu vois, après, il y a quand même ce truc de se dire, bon, si jamais vraiment je suis en galère, voilà, on se soutient quand même. On sait que c'est pas évident, justement, de partir, de faire le choix d'aller vivre ailleurs. Non pas s'expatrier, n'est-ce pas? On relance le débat. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça aussi le succès des interviews ou de la chaîne. C'est que tu as un témoignage direct de quelqu'un qui l'a fait avant toi et qui te donne
son parcours, tout ça. Oui, et puis au final, tu vois, genre à chacune de tes interviews que tu as faites, je me retrouvais un petit peu dans chaque personne, tu vois. Et bon, bah, nécessairement, d'autant plus, j'ai encore plus écouté avec attention les personnes qui étaient installées, tu vois, dans la région d'Essaouira. Et je me souviens, la première interview que j'ai écoutée, c'était, alors je me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'était la jeune femme qui avait rencontré, pareil, son mari ici à Essaouira, et qui, voilà, il était bijoutier, et que maintenant ils sont à Paris. Et tu vois, mais je me disais, mais waouh, et elle parlait justement tellement bien de ses peurs aussi, tu vois, de l'entourage, de la difficulté que c'était. D'ailleurs, on me demande souvent que devient Élise, mais je peux vous dire qu'elle est maman pour la deuxième fois. Ah, trop et bien. elle va très bien, donc peut-être qu'on fera un deuxième épisode. Bah, franchement, tu sais, des fois je me dis rendez-vous dans 10 ans, quoi, tu vois, genre, enfin dans 10 ans ou plus ou moins, mais en fait, tu t'attaches aussi à l'histoire des gens. Et c'est pour ça qu'en plus c'est tellement enrichissant, parce que d'un point de vue humain, mais d'un point de vue aussi dans le cheminement finalement vers tout ça. Comment tu vois le développement du projet et financièrement parlant? Est-ce que c'est déjà rentable ou c'est en cours? Alors pour l'instant, non, c'est pas rentable. En fait, on réinvestit systématiquement après avoir perçu. Donc pour l'instant, évidemment, on vit pas de notre projet. Mais je sais que sur le moyen terme, ça deviendra rentable. D'autant plus que, avant tout, c'est quand même quelque chose qu'on fait par passion. Et on a quand même cette envie, en fait, de faire fédérer les gens, si tu vas, à nos valeurs. Si déjà les gens reviennent, c'est notre plus grande richesse, tu vois. C'est ça, en fait, qui nous apporte, tu vois. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a des gens maintenant, quand ils viennent, ça leur tient à cœur de ramener des choses pour des enfants ou pour les chevaux, des médicaments, tu vois, des équipements, des choses comme ça. Tu vois, c'est ça qui nous enrichit, surtout, avant tout. Alors, encore une fois, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais ça sera quelque chose de viable à moyen terme. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'activités, mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en l'avenir. C'est juste qu'il faut réussir à passer le petit step. Et tu travailles là-dessus, sur la com, sur les réseaux? On essaye, ouais, mais c'est pas quelque chose d'évident. Moi, en plus, voilà, je suis quelqu'un quand même. Je viens de la comptabilité, donc la créa, c'est pas c'est pas trop mon dada. Mais justement, j'ai créé une page aussi parce qu'en fait, donc il y a le projet Espoir Cheval, mais j'ai aussi moi un projet personnel à côté. L'Instagram, c'est? Mon Instagram, c'est Rêve éveillé. Parce qu'en fait, du coup, je suis aussi en parallèle en train de faire une formation en sophrologie. Parce que j'ai vraiment en fait envie d'accompagner les femmes, particulièrement parce que voilà, je sais ce que c'est que d'être une femme, de travailler, d'être maman. Enfin, alors je suis pas maman, mais d'avoir la pression constamment, la charge mentale. Enfin, j'ai plein d'amis qui sont mamans et je sais que c'est pas évident. Et de pouvoir accompagner ces femmes-là, c'est quelque chose dans leur gestion justement du stress au quotidien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de pouvoir aussi leur permettre justement de s'offrir aussi des parenthèses, quoi, des moments un petit peu de bien-être que pour elles, et aller à la rencontre aussi justement d'autres femmes qui sont dans les mêmes étapes, quoi, qui sont pas forcément toujours très bien et qui ont besoin juste de se dire ok, c'est bon, là je prends une petite pause, quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais en fait pouvoir créer après des séjours autour de tout ça, des ateliers, et puis aussi pouvoir associer en fait la sophrologie avec le cheval. Mais c'est ça que j'allais dire. Oui, il y a une connexion de dingue là. Bien sûr. Sophrologie cheval. Oui, évidemment. Plus Essaouira, ouais. La ville spirituelle. C'est ça. Il y a un truc là. Oui, mais en vrai, j'ai plein de projets à long terme, si tu veux, mais voilà, il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut savoir être patient, même si ce n'est pas ma qualité première, j'avoue. Et tu termines quand ta formation ? Alors, je termine normalement en juin 2025. L'apprentissage est quand même lourd et long, donc c'est quelque chose pour lequel je voulais me donner le temps. Et d'autant plus qu'on a un projet qui est quand même en cours de création. C'est pas que je veux pas tout faire en même temps, mais je fais le choix de ne pas tout faire en même temps. Il faut choisir. Voilà. Et tu te vois avec un cabinet ou comment ? Alors, ici, à vrai dire, je pense que ça ne marcherait pas beaucoup parce que le problème, c'est qu'à Essaouira, les gens ne sont pas très stressés. Mais faire des consultations à distance, oui, en plus, c'est largement faisable. Enfin, ça se fait très bien.
Je pense qu'il y a des gens des Savoie qui ça pourrait aider, hein. Oui, très certainement, mais pour l'instant, en tout cas, je suis plus dans... C'est pas Casa, mais Oui, voilà, c'est ça, exactement. La dynamique économique est quand même pas la même aussi. Tu vois, c'est difficile parfois de trouver du travail ici à Essaouira ou même dans la région. Donc voilà, les gens nécessairement, ils pensent d'abord à dépenser de l'argent, tu vois, pour manger, pour se loger, pour l'école, pour les enfants. Enfin, voilà, il y a des dépenses prioritaires, évidemment. moi je vois bien un petit week-end Sophro-Cheval Ah ben bien avec les sûr, ateliers sur la plage. exactement. Ben, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, mais même d'ailleurs, déjà justement, tu vois, le soir, le fait de se réunir, de prendre le temps, tu vois, de- c'est des choses où on va te demander comment tu as passé ta journée, qu'est-ce que tu as ressenti, tu vois, c'est des choses importantes en fait, et déjà ça te permet de te connecter à soi, et c'est les prémices en fait finalement. Voilà, il y a aussi ce côté un petit peu aller faire du bien, se faire du bien en fait à soi-même. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est quoi la sophrologie en quelques mots? Alors, la sophrologie, en fait, en gros, c'est la rencontre entre l'esprit et le physique. C'est-à-dire que grâce à la respiration, en fait, ça va te permettre, et évidemment à tout un accompagnement et un protocole, ça va te permettre en fait d'arriver dans un niveau de conscience qui te permet de venir en fait t'apaiser. Et plus tu vas venir dans ce niveau de conscience, plus tu vas ensuite finalement être moins stressé, plus apaisé, gérer mieux tes émotions au quotidien. Et voilà, aussi en fait, ça peut être utile dans plein de situations. Tu vois, il y a des accompagnements pour des sportifs aussi, parce que la respiration, ça compte quand tu te prépares pour une compétition. Et ça permet en fait d'être vraiment plus apaisé. Et d'être plus... Oui, je pense que c'est le mot apaisé. Plus confiant, plus serein. Ouais, exactement. Aller chercher un petit peu justement cette bouffée d'oxygène, tu vois, dans cette vie où on vit quand même à 1000 à l'heure finalement. D'ailleurs, récemment, il y a une personne qui m'a contacté par email qui me demandait est-ce que je peux m'installer en tant que sophrologue au Maroc? Et je lui dis bah oui, ça existe déjà. Il y en a plusieurs qui pratiquent Oui. Il y a même et une qui école à sont. Casa, hein. Hmm. Et Ouais. ils sont même surchargés, hein, puisque Oui, il bien y a de la sûr. demande, hein. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme les métiers, tout ce qui est au niveau des psychologues, des thérapeutes. Il y a de la demande. Donc ça y est, tu vois, c'est en train de changer aussi. Parce qu'avant, c'est comme nous, tu vois, la génération de nos parents qui disaient non, mais allez voir un psy, genre, je suis pas fou. Tu vois, c'est clairement ça. Maintenant, Donc, c'est plus tabou. On- non, c'est plus tabou. Il y a pas de problème de Ouais, voir un spécialiste ouais, qui va t'aider à être mieux. exactement. Et tant mieux. Tu vois, c'est bien. Je pense que c'est même important parce que voilà, on est quand même dans un temps où on est tout le temps en train de courir, tout le temps stressé, tout le temps à contrôler, calculer l'heure et se dire oh là, mais tu vois, en fait, tu es en train de faire quelque chose que tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire après. Donc en fait, il y a plus de connexion, quoi. T'es plus là. Tu vois, tu es déjà dans le futur alors que ce qui compte, c'est là, maintenant, ce qui est en train de se passer. Donc le cheval, en tout cas, aide à ça. Et le livre Le pouvoir du moment présent, hein, on Ouais. conseille aussi. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, mais justement, et la sophrologie, ça te permet de prendre conscience de ça. Tu vois, quand tu es dans l'instant présent, tu n'es que là. Et maintenant, ce qui se passera tout à l'heure, ça se passera tout à l'heure. Ce qui était hier, bah ça y est, c'est passé et tu peux plus... Mais ton mental, il veut pas du présent, hein. Mais bien sûr, Il fuit. mais c'est normal parce que aussi, on est conditionné comme ça. Tu vois, c'est ça aussi le truc. On est formaté. Bah, il faut déconstruire. De toute façon, je pense que c'est important de déconstruire. Mais après, tu vois, c'est un cheminement personnel. C'est quelque chose qu'il faut aller faire par toi-même. C'est pas les autres qui vont pouvoir le faire à ta place. Et il faut que tu en aies réellement envie parce que sinon tu tiens pas aussi sur le long terme. Et justement, au Maroc, ils ont ce côté-là où ils sont très quand même dans l'instant présent. D'ailleurs, c'est ce qui vaut que parfois, au niveau organisation, c'est... Mais ça t'apprend aussi à lâcher prise, justement. C'est important. Peut-être le dernier sujet, on en a un petit peu parlé, mais j'ai envie que tu développes. Tu es franco-marocaine, Mhm. en couple avec un Marocain. Ouais. Je sais que parfois c'est mal perçu les couples marocains avec une femme étrangère ou inversement. Est-ce que ça t'a fait souffrir? Est-ce que tu as subi des choses par rapport à ça? Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu es consciente que c'est pas un couple facile Ah oui, par ça rapport au c'est... jugement, par rapport aux critiques? Les gens peuvent penser
Après, ça leur appartient, encore une fois, tu vois, moi je me détache beaucoup de ça. Oui, tu vois, il est avec elle, mais on ne sait pas pourquoi il est avec elle. Est-ce qu'il est vraiment avec elle pour les bonnes raisons ou est-ce qu'il ne l'est pas? Parfois, oui, tu peux sentir des regards un peu lourds. Parfois, il nous est déjà arrivé que Abdou ne voulait pas rentrer dans un endroit parce qu'il voyait que les gens le regardaient et que c'était trop lourd pour lui il se disait trop gêné. Dans le fond, je sais ce qu'il pense. Une fois, il m'avait accompagnée à l'aéroport pour repartir. On faisait la queue, tu vois, pour que je puisse aller m'enregistrer. Et t'as une dame, mais genre détestable, qui l'a regardé, genre comme si c'était le dernier des monstres. Ça génère aussi, je pense, de la colère, tu vois, parce qu'il sait qu'il n'est pas comme ça et ça le frustre. Je pense qu'il y a aussi le côté, le racisme, tu vois, qui peut entrer en jeu dans ces moments-là. Et c'est pas toujours évident. Alors après, moi, j'arrive à prendre un peu plus de distance parce que moi, je m'en fous. En vrai, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, viens me dire s'il y a quelque chose qui te dérange. Mais non, mais j'ai un ami, son papa était malien et sa maman guadeloupéenne. Et en fait, du coup, lui, le racisme, c'est quelque chose, tu vois, qu'il connaît depuis tout petit. Et il m'a dit, j'ai fait le choix de penser que en fait, ces gens sont juste dans l'ignorance. Et c'est juste la peur, tu vois, qui les dicte. En fait, finalement, ça a résonné assez fort en moi et j'essaye de me dire, bon, c'est pas grave, en fait, ça se trouve, ils réagissent comme ça, juste par ignorance, par peur. C'est une programmation, un schéma. Exactement. Et je sais pas si ta mère, parce que c'est aussi dans ce sens-là, si ta mère est marocaine avec un Français. Ouais. Bon, je sais qu'il y a des Marocains qui supportent pas qu'une femme marocaine parte avec un étranger. Est-ce qu'elle t'a parlé de ça? Est-ce que... Moi, mes grands-parents, ils n'ont pas du tout été pas du tout gênés par cette idée. Au contraire, ils lui ont dit, si c'est ton choix, on te soutient. Enfin, tu vois, ils ont été vraiment à fond avec elle. Surtout qu'à son époque, quand même, c'était pas évident. Donc voilà, en plus, mon père est chrétien, tu vois, elle est musulmane, donc ça faisait beaucoup quand même. Je pense que ça a dérangé certains, parfois, évidemment. Je pense que j'en ai pas toujours conscience et elle en parle pas toujours. Elle en parle pas toujours parce que je pense que c'est un sujet qui l'a fait souffrir. Mais évidemment que je pense qu'elle a subi le racisme, qu'elle a subi des remarques. Mais c'est pas quelque chose dont elle a eu envie, je pense, de nous parler à mon frère et moi, tu vois, par exemple. Dans tous les cas, tu vois, il y a toujours ce truc dans l'inconscient collectif. Alors que, tu vois, bizarrement, si c'était avec d'autres nationalités, il y aurait moins Déjà, si c'est des gens d'Europe, tu vois, d'occidentaux entre occidentaux, un Américain avec un Français, bon là, personne se pose la question, tu vois. Et donc ça veut dire quoi? Que l'amour, en fait, elle a des barrières au niveau des nationalités. Oui, et des religions. Mais c'est ça. C'est ridicule. Quand on aime quelqu'un, en fait, on aime son âme avant tout. Tu vois, c'est moi, en tout cas, je le perçois comme quelque chose de profond comme ça. Après, je peux pas me mettre à la place des autres. Je peux pas m'exprimer non plus à la place des autres. Mais c'est vrai que je pense qu'évidemment, on n'imagine pas parfois tout ce que peut subir certains vraiment par rapport à ça, oui. Tu vois, dans mon sens, par exemple, moi, je suis quand même franco-marocaine. Bon, physiquement, évidemment, ça se voit pas du tout. Mais quand même, ici, culturellement, c'est quand même moins gênant que ça soit un Marocain avec une étrangère qu'une Marocaine avec un étranger. Tu vois, par exemple, moi, ma cousine, une fois, elle était juste dans un café avec un ami à elle qui est français. Elle a entendu des mecs lui dire « Ah ben, ça va, t'as de la chance, tu vois ». Alors qu'un Marocain, on lui ferait jamais ce genre de réflexion. Donc, évidemment, je pense qu'il y a cette pression. Mais encore une fois, la posture de la femme ici, mais comme en Europe, il y a encore du chemin. Vaste sujet. Très, très vaste sujet. Comment tu aimerais conclure cette interview? Tu as un message particulier à délivrer peut-être? Si tu penses à ceux qui veulent s'installer au Maroc, comme toi tu étais il y a quelques temps, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Si votre petite voix intérieure, elle vous dit d'y aller, en fait, il faut... Alors évidemment, il y aura plein d'obstacles, plein de mains qui vont essayer de tirer pour dire « Non, n'y va pas !» pour imaginer la chose, tu vois. Et en fait, finalement, si tu as toujours cette petite voix intérieure qui te dit « Non, mais c'est le bon chemin, écoute-toi ». On a peut-être 80-90 ans à vivre sur Terre. Alors autant le faire en fait en accord avec soi
faut toujours faire les choses quand même avec raison et avec sécurité. Ça, par contre, je dirais jamais à quelqu'un, tu vois, genre, pars comme ça sur un coup de tête. Après, encore une fois, ça dépend du contexte. S'il y a une famille, je comprends que c'est important, tu vois, de bien réfléchir les choses et de bien les préparer. Mais par contre, si tu ressens vraiment cette envie, il faut y aller, quoi. C'est trop important parce que sinon, tu passes à côté de ta vie et tu as toujours ce truc de te dire « Ah, mais si je l'avais fait, qu'est-ce que ça aurait donné ?» Donc, il vaut mieux essayer et échouer. Enfin, échouer. Moi, je considère même pas que c'est un échec parce que finalement, ça t'enrichit, ça t'apprend, ça t'apporte de l'expérience. Et en fait, c'est ça qui vaut tout l'or du monde, finalement. Des fois, on a tellement peur de se lancer, mais Ouais. même dans le pire des cas où tu perds tout, tu vas rebondir, tu vas tu vas pas aller dormir sous un pont ou peut-être ça, même si ça t'arrive, tu pourras quand même remonter parce que tu peux perdre de l'argent, mais tu vas pas perdre l'expérience Ouais, et puis en fait, il faut te dire que tu as un métier à la base. Tu pourras peut-être pas relancer un projet entrepreneurial de suite, mais tu peux repasser après par la case salariat. Tu vois, en fait, il y a tellement d'options. Maintenant, en plus, avec l'ère du digital, tu peux trouver des missions en freelance. Une fois tu vois, que tu fais tomber toutes ces croyances limitantes, ben, finalement, tu trouves que déjà par tes rencontres, t'imagines même pas en fait le nombre de choses que sans t'en apercevoir, tu vas rencontrer plein d'opportunités. Et puis justement, en fait, quand t'es dans cette quête d'entreprendre, bah, finalement, tu saisis aussi beaucoup plus les choses, tu vois, tu as cette capacité d'analyse, tu crées du lien aussi, voilà, tu réseautes, enfin, finalement, tu trouves toujours des solutions. quand tu dis oui à ton intuition, à ton âme, à la vie, il y a des portes qui s'ouvrent, Ah oui. il y en a beaucoup, et Bah, tu sens aussi vers lesquelles aller, lesquelles fermer, lesquelles ouvrir. encore une fois, tu as cette petite voix intérieure, c'est toujours celle qui a raison, saura te dire en plus, ah bon, bah là, non, ça marche pas en fait. Bah vas-y, viens, on va essayer autre chose. Enfin, en fait, la clé, je pense, c'est de se faire confiance. Après, évidemment, tu passes par des phases compliquées, hein. Tu vois, quand tu entreprends, et d'autant plus nous, tu vois, on entreprend à plusieurs, bah, tu as des phases où des fois, t'es plus, tu vois, tu n'arrives plus à communiquer enfin, au sein de l'équipe. Tu vois, donc il y a des étapes à passer. Et bah, du coup, quand tu entreprends seul, tu luttes aussi contre toi-même, tu vois, et tes peurs parfois qui reviennent parce que bah, c'est normal, tu restes un humain, hein, évidemment. Bah, faut quand même. Tu vois, tu as un objectif. Bah voilà. Objectif Maroc. Bah, go, quoi. Tu vois. Ouais, faut être focus. Ouais, T'as ton objectif, tu vas pas aller sur d'autres choses. exactement. Enfin, en tout cas, tant qu'il n'est pas arrivé à Ouais. maturité. Oui, tu vois, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir faire des choix et se dire, ok, j'ai ça comme idée, mais step by step, quoi. Tu vois, c'est important de faire les choses, je pense, de façon progressive. Tu peux pas tout faire de toute façon d'un coup. Et puis, faut s'écouter. Faut s'écouter. Et par contre aussi, faut s'écouter dans le sens où des fois, quand tu sens que tu es saturé, faut aussi s'écouter et savoir s'arrêter. Tu vois, des fois, tu as ceux qui ont l'objectif et qui disent non, mais j'ai cet objectif-là et tant que je ne l'ai pas atteint, oui, mais pas au détriment non plus genre de ta santé mentale, Tu vois, il y a tout ça C'est un aussi. équilibre. Mais bien sûr, c'est un équilibre. Et aussi, justement, reprioriser le fait que quand tu te sens bien physiquement et mentalement, ben, en fait, tu es au top aussi après professionnellement parlant, tu vois. L'un va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est important aussi par moment d'accepter que tu vas prioriser d'abord ta personne pour ensuite être encore meilleur tu vois, dans ton projet. Apprendre à se connaître. Quelles sont les conditions dans lesquelles je suis bien physiquement, mentalement. Ouais. Euh, Apprendre à dire non Ah aux autres. oui. Ah oui. Et après, tu peux développer ta mission. Ouais, ta mission de vie, en fait, c'est ça, hein. Faut trouver son pourquoi. Tu vois, j'avais fait une formation justement pour entreprendre. On te dit toujours, il faut trouver ton pourquoi, en fait, ton pourquoi profond. Pourquoi tu fais tout ça? Et en fait, si tu sais pourquoi tu le fais, bah du coup, tu sais qu'il y aura des étapes différentes, enfin difficiles, pardon, et bah voilà, ça fait partie du jeu. Rien n'est tout lisse, hein. Enfin, justement, ceux qui ont une vie linéaire, je pense que bah ils sont en train de mourir à petit feu, quoi. Donc il faut aussi accepter ça. Et ça, justement, c'est un point important. Quand tu déménages, il faut avoir conscience de ça.
Et je crois qu'il me semble que tu en as déjà parlé de cette phase, tu vois, quand tu arrives, tu es dans l'euphorie, après c'est un peu la désillusion, et puis après tu reviens sur quelque chose d'un peu plus stable. Ben, clairement, c'est ça aussi, il faut accepter que tu vas passer par des phases émotionnelles, l'ascenseur. Et quand tu entreprends, c'est ça aussi. Donc, La vie, c'est oui, ça. oui, la vie, c'est ça, c'est clair. C'est pas une ligne droite. Tu vas Bah monter, non, tu vas descendre, tu vas bah monter, oui. tu vas descendre. Et puis il y a des moments où tu restes longtemps, tu vois, en bas, Tu et crois puis que tu es bloqué et que tu vas jamais ouais, remonter. exactement. Et puis ben voilà, après, tu as la chance de faire des rencontres. Des fois, tu vois, encore une fois, rien n'arrive par hasard. C'est au moment parfois où tu te sens pas bien, ben, tu vas faire une rencontre et ça va t'aider, ça va te relever et tu avances. Et en fait, faut se dire que tu t'enrichis des autres, mais tu les enrichis aussi, tu vois, en retour. C'est vraiment un partage. Enfin, l'humain, de toute façon, je pense que c'est ce qui prime avant tout. Peut-être c'est plus difficile quand on n'a pas son pourquoi. Ah bah Quand bien c'est pas sûr, encore, tu vois. c'est sûr. Je suis un peu perdu. Mais c'est dur hein, de trouver son pourquoi. Et surtout, c'est que ça demande de passer d'abord par une phase genre hyper, comment dire, déstabilisante et dérangeante, bousculante. Parce que, en fait, tu te dis, ah ouais, non mais il y a trop de choses. Tu vois, moi j'ai fait un travail psy et ça m'a fait un bien fou parce que déjà, tu apprends à mieux te connaître aussi toi-même. Donc déjà, si tu te connais mieux, tu sais aussi comment tu vas être avec les autres, savoir poser tes limites, savoir quels sont tes besoins. Tu vois, et ça change tout après aussi, au quotidien. On pourrait en parler des heures. Hein. Ouais, ouais. Et puis je suis une vraie pipelette. Hein. Dernier point, les personnes qui voudront te contacter, te parler, comment est-ce qu'elles font? On va mettre des liens en description, mais c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est l'email? Alors, pour nous contacter pour le projet Cheval, c'est soit par nos Instagram, donc il y a mon Instagram Rêve éveillé, il y a le Instagram après aussi de Espoir Cheval Essaouira. Ensuite, on a aussi notre site internet où il y a notre numéro où on peut nous contacter directement par WhatsApp, ou après il y a aussi le formulaire de contact et l'adresse de contact, l'adresse mail. Et le site internet, il suffit de taper Espoir Cheval Essaouira et on nous trouve. Merci pour ce moment, ce partage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview, parce que j'étais sur la formation en ligne, tu Mais vois. oui, mais bravo d'ailleurs pour ce travail parce que sincèrement, je pense que ça va en aider beaucoup. Et de pouvoir genre avoir quelqu'un, tu vois, qui peut répondre à tes questions parce que lui-même l'a vécu, ça vaut tout l'or du monde en fait. C'est tellement mieux que juste un bouquin que tu lis, tu vois, comme si tu voulais apprendre les mathématiques sans professeur finalement, tu vois. Le réseau aussi. Oui, ben, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, tu vois, l'humain. L'humain est vraiment c'est le centre de tout en fait. On n'est rien les uns sans les autres. De toute façon, on est des êtres sociaux, hein. On a besoin les uns des autres. Et attends, parce que j'anticipe. Tu parles d'Arija? Un petit peu, ouais. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont se poser la question en regardant la vidéo, tu vois. Oui. Oui, mais un petit peu, ouais. Justement, en fait, je parle d'Arija pour les choses du quotidien, mais j'aimerais passer un step, donc je pense que je vais m'inscrire aussi pour des cours, pour justement enrichir mon vocabulaire, mieux maîtriser la conjugaison. Parce que en soi, tu vois, aller faire des courses, aller au restaurant, dire Les chiffres. oui, tout ça, ça va. Franchement, très sincèrement, ça va. Mais tu vois, il y a ce truc, j'ai le niveau d'un enfant de 8-10 ans, quoi. Tu peux pas faire une conversation Non, spirituelle voilà, et c'est profonde. exactement. Et C'est c'est un ça peu qui manque aussi. exactement, et c'est un peu frustrant. Tu sais qu'il y a une formation en ligne, Blabla d'Arija. Oui, 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 j'ai vu, ouais. Mais j'aime bien aussi quand même, tu vois, encore une fois, le côté humain, et j'aime bien être en contact avec quelqu'un. Mais bien sûr, après, franchement, pour ceux qui sont à l'étranger, justement, c'est parfait de... Exactement, ouais. Pour se familiariser déjà. Mhm. Ok, bah merci. Mais merci à toi de m'avoir reçu c'était vraiment pour moi un privilège, enfin, sachant que toutes tes vidéos, tu vois, m'ont tant aidé. Me dire que ça se trouve, je vais peut-être aussi pouvoir aider d'autres Mais gens. c'est sûr. Bah voilà, en fait, c'est fabuleux. Et si vous passez à Essaouira, allez voir Sarah, Ouais. Abdou, contactez-les, faites l'expérience avec eux et vous Merci. passerez un bon moment. Ouais, merci beaucoup. Merci Stéphane.